Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue à cette matinée sur le sujet thématique bouger au travail. Pour nous, on a constaté depuis ces dernières années qu'il y a une augmentation des risques liés à la sédentarité, et cela dès le plus jeune âge. Nos collègues belges ont parlé ont constaté cette contamination digitale et pour ne rien vous cacher d'ailleurs, je pense que vous êtes tout au courant que moi. Cette année a été une année un peu particulière, tout à l'arrêt. Donc forcément, on a été renvoyé à la maison pour télétravailler, pour travailler à domicile. Et côté sédentarité, je crois qu'on ne pourrait pas faire mieux. Donc le sujet est d'actualité. Et ce que je vous propose, c'est d'échanger sur ce sujet thématique qui nous impacte tous. Nous, notre collectif du travail, nos enfants, aux futurs remplaçants. Tout le monde est impacté par cela. Alors, qu'est-ce que la sédentarité et qu'est-ce que ça vient faire en milieu du travail? Pour répondre à cela, je suis accompagné de deux experts, le professeur François Carré, cardiologue de sa formation, et puis surtout enseignant universitaire de médecine de sport. Professeur Carré, je vous laisse la main. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le docteur Ngo et puis le SIAMT de l'occasion qu'il me donne de partager un moment avec vous et avec Karine Laurent concernant une grande problématique. Je rappelle même ça, j'ai l'habitude de parler de bombes à retardement, en particulier en ce qui concerne nos enfants. C'est pour ça qu'avant de vous parler de vous, je vous rappelle que vous êtes des exemples pour vos enfants et donc si vous faites bien les choses, les enfants ont plus de chances de le faire. Parfait. Nous sommes accompagnés également du docteur Karine Laurent Dupuis, pharmacienne de formation et puis surtout présidente de Clean Impact qui accompagne les entreprises et les salariés ainsi que l'ensemble du grand public pour les faire bouger. Karine, à vous. Donc bonjour à toutes et tous. Donc ravi d'être là ce matin. Un grand merci au SIAMT et au docteur Vinengo de nous aider aussi à continuer à faire bouger les lignes. J'espère vous allez voir, je vais vous montrer des exercices extrêmement simples que vous allez pouvoir adapter dans votre routine quotidienne et vous allez voir que c'est ce que je dis à tout le monde, finalement le mouvement c'est la vie et que même si vous faites un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Donc vous allez voir, on va vous donner des choses très simples, pour aussi retenir les mouvements. Voilà. Merci Karine. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que la sédentarité? Est-ce que c'est synonyme de l'inactivité? Est-ce que quand je fais du sport, je suis pas sédentaire? C'est quoi tout ça? Et professeur Carré, vous qui êtes vraiment un spécialiste en la matière, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Bien, écoutez, je vous propose de voir quelques diapositives. Vous verrez qu'il y a des questionnaires, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être interactif. On compte tous sur vous pour que vous votiez et qu'on puisse comme ça avoir une vision un petit peu de vos idées, parce que c'est important. C'est ça le partage, c'est échanger. Tout d'abord, vous voyez le titre de ma diapositive, c'est très simple. Notre santé dépend surtout de nous. J'entends trop souvent des patients me dire, bah oui, je suis en surpoids, mes parents étaient en surpoids. Je suis diabétique, mes parents étaient en diabétique, etc., etc. Non, je crois qu'il faut déjà qu'on comprenne que notre santé, elle dépend de nous avant tout. Un petit mot sur les maladies chroniques non transmissibles. Je pense que la plupart de la population n'a pas bien compris quels étaient les facteurs de risque de développer ces maladies. Il y en a 4. L'inactivité physique et la sédentarité, la consommation immodérée d'alcool, la malbouffe, l'alimentation inadaptée et le tabac. Et ces 4 facteurs de risque, comme vous le voyez, ils sont parfaitement modifiables. En fait, ils dépendent de notre choix à nous. Ils dépendent du choix que l'on fait de notre mode de vie. Et ce qui a du mal à changer notre choix, justement, c'est que ces 4 facteurs de risque modifiables, ils ne vont pas altérer votre santé tout de suite, mais ils vont vous tuer dans 30 ans ou dans 40 ans. Et ça, c'est difficile pour nous tous de se projeter dans 30 ans ou 40 ans. Donc, il faut bien retenir en réalité que c'est plus tard que ça risque de nous poser un souci. Alors, pour répondre à la question que m'a posée le docteur Vinengo, quelques définitions utiles. Et là, tout de suite, je vous pose une question, puisque c'est celle qui m'a posée et que je ne sais pas y répondre. Selon vous, inactivité physique et sédentarité sont synonymes, oui ou non? Si vous pouvez voter.
Vous allez dans l'onglet sondage. Je me permets voilà, d'intervenir où vous avez la question qui est posée. Allez-y, continuez à voter. Ça commence à arriver. Alors, on est à 50-50 là. Ah, il va falloir être convaincant alors. Alors, il y a oui à 52% et non à 48%. Très bien. Ben, écoutez, on va essayer de regarder ça sur les diapositives suivantes. Alors d'abord, il faut bien différencier activité physique, exercice physique, sport. Là, on ne va pas vous parler vraiment de sport avec Karine, je ne pense pas, en tout cas, on va vraiment vous parler d'activité physique. Les activités physiques, de façon le plus simple possible, c'est tous les mouvements qui sont liés à une contraction musculaire. Dès que vous contractez des muscles, vous bougez, en d'autres mots, donc vous faites de l'activité physique. C'est pour aller au travail, c'est à domicile, quand vous bougez chez vous, quand vous faites du jardinage, etc., etc. Ça, ce sont les activités physiques. Après, il y a l'exercice physique. L'exercice physique, c'est quand vous décidez d'aller dans une salle de sport, par exemple. Bon, en ce moment, c'est pas le top, mais habituellement, 2 fois 30 minutes ou 2 fois 40 minutes par semaine, non pas pour suivre un programme que vous êtes imposé, mais simplement pour bouger, parce que vous pensez que c'est bon pour votre santé, et vous avez raison. Donc ça, c'est de l'exercice physique. Et le sport, c'est quand vous faites de l'exercice en répondant à un cadre réglementaire. Ce sport peut se faire en loisir ou en compétition. Maintenant, non, l'inactivité physique n'est pas la sédentarité. Ça a été bien décrit par nos collègues québécois il y a environ maintenant une dizaine d'années, qui nous ont dit, on a fait bouger la population, ça n'a pas changé grand-chose sur le surpoids, et on s'est rendu compte qu'en fait, on fait bouger les gens, mais ils restent toujours aussi longtemps assis. Et c'est ça la sédentarité. Sédentarité, ça vient de sédere en latin, être assis. Donc en fait, je suis inactif physiquement quand je ne respecte pas les recommandations qu'on reverra un petit peu plus loin, d'activité physique journalière. Et là, je suis sédentaire quand je suis assis ou couché sans dormir plus de 7 heures par jour. Ça représente un risque pour ma santé. Et surtout, c'est ça le pire, et ça c'est au travail, c'est les périodes assises ininterrompues de plus de 2 heures. C'est-à-dire que ça, c'est très mauvais pour votre santé. Ensuite, dernier élément, les risques sanitaires de l'inactivité physique sont indépendants des risques de la sédentarité. En d'autres termes, comme vous le voyez à droite, même si là, le sportif en question, il associe tout ce qu'il ne faut pas faire, je peux être sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine. Si je suis assis 10 heures par jour, je suis sportif, mais je suis sédentaire. Et pour compenser 8 heures à 10 heures assis, il faut faire 2 heures d'activité physique chaque jour. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez important. Enfin, une dernière définition qui est très mal connue, mais qui pour moi est essentielle. C'est ce qu'on appelle la capacité physique. Qu'est-ce que c'est que la capacité physique? C'est l'effort musculaire maximal que vous pouvez maintenir pendant 5 minutes. Moi, je prends toujours l'exemple de monter des escaliers. Combien je peux monter d'escaliers sans être complètement essoufflé? D'un bon pas, bien sûr. Si j'en monte 2, j'ai une faible capacité physique. Si j'en monte 6, j'ai une bonne capacité physique. Pourquoi j'insiste sur la capacité physique? Parce que votre capacité physique, c'est votre capital santé. Et c'est pour ça que c'est si important de l'entretenir. Ce capital que vous avez formé dans votre enfance, vous allez le développer et le maintenir le plus longtemps possible. Si vous regardez dans la partie droite de la diapositive, vous voyez que les capacités physiques faibles en rouge, eh bien, à 30 ans, entre 65 ans et 85 ans, ce sont ceux qui ont le plus d'insuffisance cardiaque. Ceux qui ont une bonne capacité physique, ils en ont moins. Ça veut simplement dire que le capital santé va vous permettre d'être moins malade plus tard. Et ça, c'est vrai que vous soyez malade ou pas. Vous avez fait un infarctus, si vous avez une bonne capacité physique, vous avez un bon pronostic. Si vous avez une mauvaise capacité physique, vous avez un moins bon pronostic. Et le seul moyen d'augmenter votre capacité physique, c'est de faire de l'activité physique. Alors, passons aux bienfaits de l'activité physique. Et là, je vais vous reposer une autre question. Selon vous, la pratique régulière d'une activité physique prévient la survenue de cancer? Oui, non. Du diabète? Oui, non. Du burn-out? Oui, non. De la maladie d'Alzheimer? Oui, non. Alors, vous avez la possibilité de voter, pareil, hein, sur le côté droit. Il faut cliquer sur l'item des maladies si c'est votre réponse est oui. Ça monte, ça monte, ça monte.
C'est bien, ça prouve que tout le monde est bien réveillé, c'est top. Alors, en attendant que tout le monde puisse voter, on a posé la question nous sommes 64 à être présents, 65 maintenant, 65 personnes à avoir répondu à cette invitation. Alors, à la question, faites-vous du télétravail au travail à domicile actuellement? Nous en sommes à 76% de personnes qui travaillent à domicile, 77%, 80%, en chômage partiel à 10%. Et le reste est en travail présentiel. Le deuxième focus aussi sur lequel on pourrait intervenir, c'est à la question comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien à 18%, bien à 68%, 14% de personnes se prononcent qu'elles ne se sentaient pas bien. Très bien. Donc, on reparlera du télétravail. On en dira un petit mot avec Karine juste à la fin de l'exposé. Et donc, en particulier, on va bien préciser qu'il faut apprendre à faire du télétravail. Hein, c'est quelque chose de nouveau. On risque de faire des erreurs. Et quant au nombre de personnes qui se sentent pas très bien, eh bien, c'est sûr que la situation actuelle ne favorise pas les choses. Et on a vu qu'il y avait quand même un risque de dépression minime qui peut survenir. Hein, ça a été dit dans la presse. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on abordera un petit peu sur la fin. Je pense qu'on pourrait très bien amorcer déjà une note positive, c'est de rassurer nos auditeurs, nos collègues et toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je crois que c'est les Américains ou les Anglais qui ont prouvé que l'activité physique est un élément de bonheur, un facteur de bonheur, de bien-être qui est encore supérieur que la richesse. Oui, mais de toute façon, oui. Il y a une très jolie étude dont personne ne parle parce que vous savez, c'est pas tellement porteur. Pourtant, c'est l'erreur. C'est une jolie étude qui date de quelques années où les Américains ont questionné des gens qui étaient heureux. Et ils leur ont demandé pourquoi vous êtes heureux. Et là, qu'est-ce qui est sorti? L'activité physique, l'amitié et l'amour, les relations avec les personnes, étudier, c'est-à-dire se cultiver. Et il m'en manque un cinquième dont je ne me souviens plus, mais qui va me revenir. Ça devait être une alimentation équilibrée, etc. Donc, vous voyez, la richesse n'a jamais été citée. Mais ça, on sait bien que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas nouveau. Professeur Carré, on peut restituer les réponses de nos auditeurs. Alors, la pratique régulière d'une activité physique prévient la survenue de cancer à 36%, diabète à 28%, burn-out à 28%, maladie Alzheimer à 8%. Alors là, c'est effectivement très étonnant parce que je pensais qu'au moins pour le diabète, on aurait un pourcentage plus important. Le premier traitement du diabète, c'est l'activité physique. Les médecins ne doivent pas donner de médicaments d'emblée dans un diabète. Alors, je parle du diabète de type 2, je ne parle pas du diabète génétique, ça c'est une autre maladie, j'en parle pas. Hein. Mais le premier traitement de l'hypertension artérielle modérée, des troubles lipidiques, du diabète de type 2 et de la dépression minime et modérée, c'est pour ça que je vous disais qu'on allait en parler un petit peu, c'est l'activité physique. Un médecin ne doit pas vous donner d'antidépresseurs pour une dépression minime ou modérée. Ce sont les recommandations des neurologues. C'est pas moi qui le dis, je ne suis que cardiologue. Les neurologues, c'est les intellectuels de la médecine. Eh bien, ça me fait très plaisir qu'ils disent ça parce que je vois qu'on n'a pas tout faux, nous, cardiologues. Alors, le cancer, oui. Hein, prévention d'un cancer. De toute façon, dans toutes les maladies que je vous ai présentées, il y a au moins une diminution du risque de 30%. Que ce soit les cancers, le diabète, le burn-out et la maladie d'Alzheimer. Vous savez, j'ai un ami qui est gériatre, il s'occupe de personnes âgées. Et je lui parle de l'activité physique chez les personnes âgées avant et après qu'elles aient la maladie d'Alzheimer. Il me dit, François, nous n'avons aucun médicament contre la maladie d'Alzheimer. Un seul médicament, c'est la marche à pied. Et si vous faites de la marche à pied et qu'en même temps, vous réfléchissez, c'est-à-dire que vous parlez avec la personne âgée avec qui vous êtes, eh bien, vous êtes beaucoup plus efficace parce que vous raccrochez le cerveau et le corps et c'est les deux marchent ensemble en réalité. Et ça, en France, on est très cartésien. On a mis le cerveau d'un côté, il faut un gros cerveau, et puis les muscles à côté, on s'en occupe pas beaucoup. Eh bien, il faut peut-être que l'on change nos habitudes. Alors, si on poursuit, le plus important, à mon avis, et là, ça rejoint ce qu'a dit le docteur Vinengo juste avant, mais c'est la qualité de vie. Si vous voulez avoir une bonne santé, ça veut dire que vous avez une bonne qualité de vie. Parce que la santé, c'est pas forcément ne pas être malade, c'est simplement se sentir bien, se sentir heureux.
Et ça, l'activité physique, tout le monde le dit, c'est quelque chose qui vous transforme la vie. Tous les patients qui ont accepté de m'écouter, parce que j'ai pas du succès avec tout le monde, eh bien, ils ont pu montrer que s'ils avaient une meilleure qualité de vie. Ici, si vous choisissez de bouger, de ne pas être sédentaire, alors la partie gauche de la diapositive n'est pas très importante, ça vous résume seulement 36 maladies chroniques. 36. Et on sait que dans ce cas-là, le fait de bouger, de ne pas être sédentaire, diminue toujours le risque de développer une maladie chronique. J'aurais pu vous parler des infarctus du myocarde, j'aurais pu vous parler des rhumatismes, des lombalgies, des maux de dos, tout ça. Ça améliore souvent l'évolution d'une maladie chronique, c'est-à-dire si vous êtes malade et que vous faites de l'activité physique, vous améliorez son évolution. Ça guérit parfois, mais là il faut être franc, ça ne guérit que si vous faites de l'activité physique toute votre vie, parce que quand vous arrêtez l'activité physique, vous prenez plus votre médicament, et surtout ça donne de la vie aux années. Ça c'est pour les personnes âgées. Moi ce qui m'importe, c'est pas donner des années à la vie de mes patients, c'est de leur donner de la vie aux années qu'il leur reste. C'est ça qui est important. Alors se lever et bouger pour diminuer le risque d'être malade. Qu'est-ce que vous devez faire? Au moins 150 minutes d'activité physique par semaine et diminuer votre temps assis. Vous diminuez le risque de mortalité précoce, de maladie cardiaque, d'hypertension artérielle, d'accident cardiovasculaire cérébral, de diabète, de cancer du sein et du côlon. Et si vous regardez la partie droite de la diapositive, regardez, c'est même pas 30 minutes par jour, puisque si vous marchez 1 heure par semaine, vous gagnez 2 ans d'espérance de vie de bonne qualité. 1 heure par semaine. Donc, vous voyez, on n'est même pas aux 30 minutes qu'on a tendance à proposer. Même en faisant du shopping dans les grands magasins, professeur Carré? Non, ce qui marche, c'est la vraie marche. Le shopping, visiter un musée et faire du shopping, ça va compter dans vos pas sur votre smartphone ou sur votre podomètre, mais en réalité, c'est pas des pas qui vont être très bénéfiques. C'était pour faire profiter en même temps de la reprise économique de. Bon. Oui, vous avez raison. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller faire du shopping, hein. Mais c'est pour une autre raison. C'est pour l'économie de notre pays. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Alors, les risques de l'inactivité physique et de la sédentarité. Regardons déjà sur la mortalité. Dans la partie droite de la diapositive, vous voyez en rouge le risque de décéder précocement en fonction de votre niveau d'activité. Inactivité physique à gauche, activité physique intense à droite. On va regarder que la mortalité toute cause. Et vous voyez que plus vous bougez, plus vous augmentez votre espérance de vie. Mais ce qui est très important sur cette diapositive, puisqu'on a parlé tout à l'heure de choses positives, d'être heureux, etc., c'est que vous voyez, il suffit que vous passiez de inactivité physique à activité physique occasionnelle ou légère et regardez l'effet majeur que vous avez sur votre santé. Donc, on n'est pas là pour vous convaincre avec Karine que vous devez devenir des champions olympiques. On est là simplement pour vous dire, bougez un peu, prenez soin un peu de votre corps. Et vous allez voir pourquoi ça marche bien. Si vous ne le faites pas, vous augmentez tout à fait l'inverse de ce que j'ai dit. Vous risquez de développer une maladie chronique. Si vous en avez une, de l'aggraver et vous diminuez votre espérance de vie en bonne santé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la sédentarité. Relation entre sédentarité et mortalité, ça c'est un article qui date de 2011 et qui a fait énormément de bruit chez les scientifiques qui s'intéressent à l'activité physique. Et bien tout simplement parce que sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez que jusqu'à 3 heures par jour devant la télévision, la mortalité annuelle ne change pas. Dès que vous dépassez 3 heures et que vous montez par exemple ici jusqu'à 6 heures, eh bien vous voyez que votre risque de mortalité est multiplié par 3. La seule chose que vous avez de différent dans ces gens-là, c'est qu'il y en a qui regardent la télévision 3 heures, de 0 à 3 heures, et d'autres plus de 6 heures. Mais là où ça fait énormément de bruit, c'est là où ça nous a alertés, c'est que c'est pareil quand je regarde la mortalité par cancer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on sait très bien que le fait de faire de l'activité physique diminue votre risque de développer un cancer. Et enfin, une autre chose importante, et ce qui nous permet de juste dire un tout petit mot sur le télétravail, eh bien, c'est que moins vous bougez, plus vous mangez. Plus vous êtes assis devant la télé, plus vous grignotez. Et généralement, quand on grignote, c'est rarement de la salade, ou alors là, c'est vraiment très étonnant, c'est plutôt des choses très salées ou des choses très sucrées. Et ça, comme ça, vous avez le double effet. Je bouge pas, je mange, et c'est la sédentarité, c'est le confinement qui a fait que la prise de poids a été de 3 à 6 kilos en moyenne, avec 66% des personnes qui, lors du déconfinement, n'ont pas perdu ces kilos. Donc, ça veut bien dire que si vous faites du télétravail, s'il vous plaît, n'en profitez pas pour grignoter, même si par moment, on a une envie irrépressible. Je sais ce que c'est parce que je suis pas mieux que les autres. Quand je passe trop de temps devant mon ordinateur, ça peut m'arriver. Professeur Carré, oui. Est-il vrai que la sédentarité tuerait plus que le tabac?
Alors, la sédentarité en valeur absolue tue plus que le tabac. C'est un article qui était paru en 2012. Il concernait la mortalité en 2008. Il y avait 5,2 millions de morts dans le monde qui étaient attribués à la sédentarité et à l'inactivité physique et 5,1 au tabac. Après, si vous raisonnez en nombre de fumeurs, en pourcentage, c'est pas tout à fait vrai. Mais peu importe, 5,2 millions par an minimum de morts. On considère qu'il y en a à peu près 50 000 à 60 000 par an en France qui décèdent, alors sans parler du coût que ça représente, bien sûr, puisque avant de mourir, ces gens-là sont malades. Donc, c'est effectivement quelque chose, un coût pour le nombre de décès et un coût sur le plan financier majeur. Alors ici, cette diapositive, je la dois à Karine, qui m'a envoyé Emma avec un petit mot, sexy girl. Je ne sais pas pourquoi elle m'a envoyé ce petit message, mais en tout cas, j'ai vu ce que pouvait donner la sédentarité, c'est-à-dire un dos voûté, puisque j'ai tendance à me pencher en avant, et Karine va vous expliquer ça bien mieux que moi, un eczéma parce qu'on développe des maladies auto-immunes, et vous allez voir pourquoi on développe ces maladies auto-immunes, un surpoids, bah oui, on vient de le dire, des varices, et ce qui n'est pas très agréable, sans oublier bien sûr le mal de dos et d'autres pathologies. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase de Père Olaf Astrand, qui était le plus grand physiologiste de l'exercice musculaire suédois des années 80, même si ça me fait de la peine. Vous voyez, 1983, Père Olaf nous disait déjà ça. Il faudrait un certificat médical pour avoir une vie sédentaire et inactive. Le mode de vie le plus dangereux est de rester trop assis et de bouger insuffisamment. En effet, vous devez être en parfaite santé pour survivre à ce mode de vie. C'est-à-dire qu'avant de décider de ne pas bouger et d'être assis très longtemps dans la journée, allez voir votre médecin pour qu'il vous dise oui, vous pouvez le faire sans risque. Et je peux vous assurer qu'il vous dira jamais oui, parce que ce n'est jamais sans risque. Alors pourquoi est-ce qu'on a tous ces risques? De toute façon très simple, et vous voyez ici un sujet qui bougeait, qui décide de ne plus bouger. Il devient inactif. Une personne qui est très sédentaire devant sa télévision, et au fur et à mesure, vous voyez qu'elle va prendre du poids, et surtout elle va prendre ce qu'on appelle l'obésité abdominale, l'obésité au niveau du ventre. Toutes les graisses n'ont pas le même risque pour la santé. La pire des graisses, c'est la graisse qu'on accumule au niveau du ventre, parce que faut vous imaginer que tous les organes que vous avez sont entourés de graisse. Et ce tissu adipeux, ces cellules qu'on appelle des adipocytes, vont libérer les substances, et les petits trucs rouges que je vous ai mis là, et ces substances, ce sont des cytokines, des hormones, qui s'appellent les adipokines, libérées par les adipocytes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent le niveau d'inflammation et de stress oxydatif. Vous prenez des antioxydants dans vos aliments, c'est très bien, mais le meilleur antioxydant, c'est de bouger. Donc, si vous êtes convaincu de l'importance des antioxydants, il faut que vous bougiez. Ça va baisser vos défenses immunitaires. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on dit dans le confinement qu'il faut que vous alliez bouger pendant 1 heure. Mais profitez de cette heure-là, puisque si vous bougez, vous allez augmenter votre défense immunitaire, ce qui fait que si vous croisez malheureusement la Covid, vous avez une chance de l'attraper un peu moins que si vous n'avez pas une bonne défense immunitaire, et surtout, vous aurez une forme moins grave. C'est pour ça qu'on dit à nos patients, bougez, même chez vous, bougez. Et enfin, vous avez les troubles de la circulation sanguine. Eh bien, ce terrain-là, c'est ça qui développe les 36 maladies chroniques dont je vous ai parlé. Toutes ces maladies se développent sur la même chose. Les cancers, la maladie d'Alzheimer, tout ça part de ces troubles-là. Par contre, maintenant, regardons les mécanismes des bienfaits de l'activité physique. Alors ça, c'est très simple, vous allez voir. Ici, c'était, vous savez, avant que l'espèce humaine ne se mette debout. Ensuite, c'est le chasseur-cueilleur qui est très orgueilleux, qui marchait 10 à 12 km, nous disent les anthropologues, d'après leurs études. Et puis ça, c'est moi, ou vous, ou nous tous, devant mon écran, sauf que moi, je ne mets jamais une boisson sucrée à côté pour me remonter le moral. Et mon problème, c'est que entre mon arrière-grand-père et moi, on a à peu près le même génome. Les seules modifications, c'est effectivement quand il y a eu des coupes, il y a eu des petites modifications. Mais globalement, on a la même chose. Or, ce génome ne marche bien que si je bouge. Ça s'appelle l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est un mot très savant que j'ai appris parce que je ne suis pas du tout généticien. Et en fait, pour comprendre, moi, j'aime bien les choses simples. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? C'est la reine des abeilles. Les abeilles, elles naissent toutes pareilles, avec le même génome pratiquement. Et il y en a une à qui on donne de la gelée royale, à qui ses copines donnent de la gelée royale, ses sœurs même. Et bien cette abeille, elle devient la plus grosse et c'est elle qui va être féconde. Il n'y en a qu'une. C'est ça l'épigénétique. Parce qu'elle est la seule à manger de la gelée royale, elle va développer toutes ses qualités. Eh bien l'activité physique, c'est pareil. Vos gènes vont s'exprimer si vous bougez. Sinon, ils ne s'exprimeront pas.
Et c'est ce que vous avez ici, un sujet qui pédale, mais une pédale qu'avec une jambe. Et quand on prélève un bout du muscle sur le quadriceps, vous voyez ici, tous les points que vous voyez, ce sont des protéines liées à l'expression des gènes. Ça, c'est la jambe qui a bougé. Ça, c'est la jambe qui n'a pas bougé. Eh bien, rien que le fait de bouger d'une jambe, j'exprime beaucoup plus, c'est-à-dire que mes gènes marchent, alors que là, ils ne marchent pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, vous baissez le niveau d'inflammation et de stress oxydant, vous améliorez la circulation sanguine, vous améliorez votre immunité, tout l'inverse de ce qu'on a vu précédemment. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi ça prévient toutes ces maladies. C'est très simple. Ça améliore votre capital santé, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, voilà la question que je vous pose, parce que ça nous importe beaucoup avec Karine. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever et de bouger? Alors, peut-être que vous le faites tous et toutes, j'en serais ravi, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire si vous ne le faites pas? Le manque de temps? La fatigue de la journée? Les soucis? L'envie? Les moyens financiers? Alors, vous avez la possibilité de voter justement sur le côté droit de votre ordinateur. En attendant la fin du vote, professeur Carré, on a vu arriver, et ça s'est accéléré depuis le premier confinement, probablement en lien avec la peur du virus dans les transports en commun. On a vu arriver beaucoup de moyens de transport alternatifs. Il y en a qui sont sur une seule roue, d'autres qui sont sur des patins à roulettes. On a vu exploser l'achat des vélos, notamment des vélos électriques, et on a vu arriver aussi des espèces de scooters, mais qui n'en sont pas. J'ai vu passer des gens sur une espèce de planche de skate avec des grandes roues, et puis une pédale avec une espèce de guidon. Et c'est assez marrant de voir cela. Des gens en costume cravate, des gens en robe et en talons aigus. Mais est-ce que ce serait une solution justement pour contrer la sédentarité? Alors, dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire la vraie trottinette, pas la trottinette électrique, le vélo électrique, il faut rappeler que c'est un vélo à assistance électrique. Si je pédale pas, a priori, il marche pas. Autrement, ça s'appelle une mobilette. Donc, a priori, ça, c'est pas mal. Donc, j'aurais tendance à dire oui sur ce que vous m'avez cité comme exemple. Par contre, la roue, on est assis dessus, on est debout dessus, non, puisque là, on ne fait aucune activité physique, mais le patin à roulettes, c'est quelque chose qui peut être rentable. Ce que j'aimerais, c'est qu'au moins ces gens-là, quand on va être sorti de cette satanée épidémie, ils continuent à bouger et à aller au travail en faisant une activité physique. Le vélo électrique, pour nous, médecins, a été une révolution. J'avais des tas de patients qui ne pouvaient plus faire du vélo et qui aimaient faire du vélo parce que moi, je viens de Bretagne et la Bretagne, c'est une terre de vélo. Et bien maintenant, avec le vélo à assistance électrique, ils peuvent reprendre le vélo. Donc, ça a vraiment été une révolution pour les marchands de cycles, mais aussi pour les patients. Et je crois qu'on peut aller au travail en vélo à assistance électrique. On n'arrive pas trempé de sueur quand on arrive au travail. Donc, oui, je pense que c'est bien. Alors, donc pour le sondage qu'on vient de faire passer, le manque de temps à 36%. Donc, un tiers se plaint du manque de temps. La fatigue de la journée, 30%. Les soucis, 0. L'envie, 33%. Et les moyens financiers arrivent en dernier avec 2% de réponses. Bien, je suis content de voir que les soucis, parce que moi j'ai des tas de gens qui me disent que les soucis les empêchent de bouger, alors que le meilleur traitement des soucis, c'est de bouger. Je n'ai jamais entendu un patient ni quelqu'un me dire « Ah, j'ai regardé la télé, c'est super, tous mes problèmes se sont résolus. » Jamais. Par contre, j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, j'ai fait un petit footing où j'ai marché, bah tiens, j'avais du mal à faire mon topo pour demain ou à écrire, vous savez, la page blanche de l'écrivain, bah, les idées me sont venues. » Alors, le manque de temps, 36%. Ce qu'on vous recommande, c'est 3 fois 10 minutes d'activité physique chaque jour. C'est-à-dire, le matin, je descends une station de métro plus tôt ou une station de bus plus tôt, où je me gare à 600, 700 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre. Je fais mes 10 minutes. Le soir, je vais les faire pour retourner. J'ai déjà fait mes 20 minutes. Et le midi, quand je vais manger avec mes collègues, nous mangeons. On a 40 minutes de pause. On prend 30 minutes pour manger et 10 minutes pour marcher et bavarder et éventuellement. Je suis à mes 30 minutes. Je vous rappelle qu'en France, actuellement, le temps moyen devant la télévision, c'est 4 heures par jour. Et j'entends beaucoup de gens me dire « je n'ai pas le temps ».
quel dommage de ne pas avoir le temps de prendre sa santé. Parce que quand on est malade, c'est pas 30 minutes par jour que ça va vous coûter. Ça va vous coûter beaucoup plus. Parce qu'avec une maladie chronique, il faut savoir que tout devient compliqué. Les 10 minutes que vous mettiez avant, vous allez en mettre 20. Donc en fait, c'est un pari sur l'avenir que l'on fait et je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'après, vous me parlez de la fatigue. 30% si j'ai bien noté. Ou 30%, oui. La fatigue. Je vais juste vous dire une phrase que m'a dit une patiente et vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous faire passer comme message. On fait faire de l'activité physique à des femmes qui ont des cancers dans notre service, en particulier des cancers du sein. Il y en a une qui sort un jour de sa salle d'entraînement avec son enseignante en activité physique adaptée et elle était particulièrement rouge, vous savez, comme quand on a fait beaucoup d'activités physiques. Et je lui dis, oh bah dis donc, aujourd'hui, Perrine, elle vous a fait travailler. Et la dame me dit, ah oui, oui, là c'était dur. Puis elle s'arrête, elle me dit, non, mais en fait, non, docteur. Là, vous savez, je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Alors que la fatigue de la chimiothérapie, c'est une mauvaise fatigue. Elle avait tout dit. Le seul traitement de la fatigue des patients qui ont des cancers, c'est l'activité physique. Ce sont les cancérologues qui le disent. Il n'y a aucun médicament qui le remplace. Et je vous assure que si vous êtes fatigué, si vous restez 2 heures dans un fauteuil, vous ne serez pas reposé après. Si vous allez marcher 10 minutes, vous serez mieux après. Essayez et vous verrez. Enfin, la dernière question, c'était l'envie. Alors l'envie, bah oui, ça je comprends bien. L'envie, c'est parce qu'on n'a pas pris l'habitude de marcher. Je pense que les gens qui ont fait beaucoup d'activités physiques quand ils étaient plus petits ou plus jeunes vont le garder. Vous savez, ça devient un peu comme le lavage de dents. Si je prends l'habitude de bouger tous les jours, bah, ça va me manquer quand je vais pas bouger. Et puis l'envie, ben, c'est dommage parce que vraiment, vous passez à côté de plein de choses. Vraiment, vous passez à côté de choses exceptionnelles, rien qu'en faisant ce que je vous ai dit, hein, les 30 minutes par jour, c'est très, très important. Alors justement, on fait ça oui, carré. Pardon, oui. On fait ça carré. Une question. Faire du vélo ou du shooting à Paris dans une ville, enfin Paris ou une autre grande ville, hein, une ville particulièrement polluée, est-ce que c'est conseillé? Alors, toutes les études ont montré, je vous parlerai après des patients très fragiles, hein, mais pour monsieur et madame tout le monde, toutes les études ont montré que le fait de faire de l'activité physique avait plus de bénéfices à la longue que le fait d'être exposé à de la pollution. Hein, c'est très clair. Il y a eu plusieurs études qui l'ont fait. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire exprès d'aller courir à côté du périphérique. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Et de la même façon, n'oubliez pas qu'on pense que quand on fait du sport en salle, on est protégé. Pas forcément. Ça dépend du mode de ventilation qu'il y a dans les salles de sport. Donc oui, il faut effectivement ne pas se cacher derrière la pollution. Par contre, pour les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, etc., quand il y a un pic de pollution, je leur conseille de ne pas forcément aller bouger à côté du périphérique et plutôt de choisir d'autres endroits. Alors, sitting is the new smoking. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce qui circule dans les grands campus américains avec les étudiants, ce qui veut pas dire que l'activité physique tue plus que le tabac. Ce que ça veut dire, c'est qu'on en est au niveau de l'inactivité physique et de la sédentarité, comme au niveau du tabac il y a 60 ans. Il y a 60 ans, tout le monde fumait. Tout le monde fumait. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas que c'était dangereux. Parce qu'on ne savait pas que c'était dangereux. Il a fallu des années pour convaincre. Eh bien là, c'est exactement pareil. Beaucoup de gens ne bougent pas. Vous vous rendez compte qu'il y a 5% à 10% des enfants français qui respectent les recommandations d'activité physique journalière. 1 heure d'activité physique, pas de sport. On recommande aux enfants de bouger pendant 1 heure chaque jour. Il n'y a pas 10% des enfants qui respectent ça. Si les parents savaient les dangers auxquels ils exposent leurs enfants, je pense qu'ils changeraient. Eh bien, on en est là. C'est pour ça que, au moins, quand vous allez rencontrer des amis après notre petite présentation avec Karine, vous allez leur faire passer ce message-là, du risque qu'ils prennent. Après, chacun fait comme il veut. Il est hors de question d'obliger les gens. Mais au moins prendre conscience de ce risque. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, toujours limiter le temps journalier passé assis et casser les périodes assises supérieures à 2 heures. Donc, il suffit de se lever et de bouger 1, 2, 3 minutes. Vous faites des flexions, vous allez marcher, vous allez vous laver les mains, passer un peu d'eau sur la figure, voir un collègue à côté pour lui dire 2 mots, etc. Ça suffit. Chaque jour, les adultes de moins de 65 ans doivent faire au moins 30 minutes.
pour plus de 65 ans, on fait la même chose, sauf qu'on doit associer de l'équilibre et de la souplesse. Et les enfants, c'est au moins 60 minutes. Hein, c'est pas du sport. Vous ne devez pas emmener votre enfant au sport tous les jours. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Votre enfant peut aller faire du skate, il peut taper dans un ballon avec un copain. Tout ça, ça compte. Vous vous rendez compte que les Canadiens ont dû donner des recommandations pour les enfants de moins de 2 ans, de moins de 3 ans, pardon. Parce qu'on se rend compte que les enfants de moins de 3 ans passent en moyenne 2 heures par jour devant la télévision. En moyenne. Donc, vous vous rendez compte où nous en sommes arrivés. Et au travail. Alors, au travail, il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'activité physique et sportive, lorsqu'elle est réalisée, ça améliore la qualité de vie au travail et ça diminue de 5 à 7% le budget de santé annuel du salarié. Et comme vous le voyez, comme avec le petit cerveau là, qui fait du tapis roulant, eh bien, c'est très efficace sur le burn-out et sur la dépression. Pas tellement sur l'anxiété, par contre. Hein. Les études ont montré que ça n'avait pas une grande influence sur l'anxiété en soi, c'est plutôt sur la dépression et le burn-out. Si on regarde les entreprises qui organisent des activités physiques, ça augmente la productivité de ces entreprises de 3 à 9% et sa rentabilité de 4 à 14%. Et enfin, un exemple, le gouvernement du Québec a annoncé en juin 2020 un soutien financier pour les entreprises qui encouragent l'activité physique au travail. Et je vous ai mis une petite phrase intéressante de la part du président de la Fédération française du sport en entreprise. Le sport santé est un outil complémentaire des entreprises dans le cadre de la responsabilité sociale de celles-ci. Donc, c'est très important. Enfin, avant de passer la parole à Karine, puisque c'est elle qui va pouvoir vous montrer comment vous allez pouvoir prendre soin de vous au travail, qu'est-ce qu'il faut faire au travail? Qu'est-ce qui se passe? Vous passez plus de la moitié du temps de votre vie dans votre entreprise. Et il y a 30 à 50% de la dépense d'énergie que vous allez utiliser dans l'entreprise. Vous savez peut-être que tous les accidents du travail ont baissé. L'incidence, il y en a de moins en moins. Sauf pour les troubles musculo-squelettiques. Et la plupart des troubles musculo-squelettiques sont liés à un mauvais positionnement et surtout à un capital santé qui n'est pas adapté à supporter les contraintes que vous imposez par votre position, qui n'est pas très bien adaptée, etc. Karine connaît ça bien mieux que moi. Rappelez-vous aussi, parce que souvent c'est ce que me disent les gens, oui, mais vous savez, moi au travail, je suis assis. Mais oui, mais toutes les études montrent que plus vous êtes assis au travail, plus vous êtes assis chez vous, plus vous êtes assis en vacances. Donc en fin de compte, le travail, il peut vous servir si vous changez un petit peu votre mode de vie au travail. Et puis enfin, et ça on pourra en parler si vous voulez dans les questions, on a montré plusieurs études que les activités physiques professionnelles, déménageurs, dockers, toutes les gens manutentionnaires, etc., ça n'a pas d'effet protecteur sur la santé. Au contraire, c'est associé à un risque cardiovasculaire plus élevé. Donc, ces salariés-là, ces professionnels-là, doivent encore plus faire les 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, je vous propose de passer la parole à Karine, si vous voulez bien. Professeur Carré, juste avant de passer l'écran à Karine qui va nous faire la démonstration de quelques exercices simples à exécuter pour notre santé. J'ai fait passer un sondage justement pour les 80 personnes qui sont présentes dans la salle. À la question « Avez-vous un rythme de vie sédentaire ?» La réponse « Oui » est à 62, 64%, 65%, 66%, « Non » à 23% et « Je ne sais pas » à 9%. Alors, malheureusement, c'est la France. Voilà, c'est les chiffres de la France. Vous voyez, sur 80 personnes, on est entre 65 et 70% de personnes qui sont sédentaires et parmi celles-ci, il y en a à peu près 70% qui sont assis plus de 8 heures à 9 heures par jour. Hein. Donc, et pour celles qui ne savent pas, il suffit de regarder combien d'heures vous regardez la télévision par jour. C'est un très bon reflet de votre sédentarité. Si vous regardez pas du tout la télévision, a priori, vous ne devez pas être très sédentaire. Par contre, la plupart du temps de la sédentarité, c'est quand même beaucoup devant la télévision. La plupart des études sont basées là-dessus. Donc, c'est bien parce que je suis sûr que les 80 personnes qui nous ont écoutés et qui vont voir Karine, sur celle-là, il y en a, sur les 66%, il y en a au moins la moitié qui va changer son mode de vie et surtout en parler autour d'elle. C'est ça qu'il faut. Alors, tout l'enjeu repose sur les épaules de Karine maintenant. Oui. Karine. Qu'elle a large. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, Karine, justement sur la sédentarité et les inactivités au travail?
Alors, justement, est-ce que vous pouvez enlever les slides comme ça, je vais passer en plein écran. Donc, bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Vous l'avez compris avec l'intervention du professeur François Carré, du docteur Vinengo, la sédentarité, bien évidemment, pour moi, c'est le plus grand danger de l'homme. Alors, c'est ce que Monsieur Carré, le professeur Carré a dit. Il faut, il faut bouger pour tout simplement être bien dans sa tête, comme je dis, dans son corps aussi, et bien évidemment avoir des interactions sociales. C'est la définition même de la santé de l'OMS. J'aime beaucoup. Alors moi, en tant que pharmacienne, je suis aussi professionnelle dans le sport. J'encadre de nombreux malades dans la pratique de l'activité physique et monsieur et madame tout le monde. C'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, l'avenir, c'est quoi? C'est aussi de décloisonner la tête et le corps. Beaucoup de gens savent que effectivement, la tête vous aide au quotidien dans le dépassement de soi, qu'il soit physique d'ailleurs ou mental quand vous avez des challenges par exemple au niveau professionnel. Mais on oublie trop souvent que le corps aide la tête. Alors notamment pour les 15 et quelques pourcents qui ne sont pas bien en ce moment dans votre tête, je tiens juste à vous dire que le mouvement corporel va induire un déblocage notamment et va vous permettre au quotidien de mieux gérer les émotions. Pourquoi c'est important? Alors moi, quand je fais des conférences en neurosciences, j'insiste là-dessus parce que quand votre tête va pas bien, à un moment donné, quand on a du mal à gérer nos émotions, il peut se passer des choses. Très souvent, la porte de sortie, elle est la conduite addictive. La conduite addictive, qu'elle soit produit, on en a parlé, l'alcool, le tabac. Beaucoup de gens se disent avoir mal. Ils ont mal parce qu'effectivement, à un moment donné, la tête a des répercussions physiques. D'accord? Donc, les gens ont mal, vont consommer beaucoup de médicaments. Là, c'est mon rôle aussi de pharmacien de prévenir tout ça. Et la conduite addictive, elle peut être produite, mais également comportementale. Le professeur Carré en a parlé, l'alimentation. Plus vous allez rester sédentaire, plus vous allez aller sur des comportements alimentaires extrêmement discutables. Et l'autre comportement également, c'est l'hyperconnexion. Donc, vous voyez que c'est important de bouger pour être bien dans sa tête et son corps, pas que le corps, la tête aussi, pour prévenir aussi tout un tas de choses comme les conduites addictives. Pourquoi c'est important de bouger aussi? Le professeur Carré l'a dit, le corps, il faut savoir que votre corps, il se met en mode minimaliste, comme je dis. Si vous ne bougez pas, il y a tout un tas de petites fonctions qui vont s'éteindre petit à petit, qu'elles soient au niveau de votre cerveau, mais également au niveau notamment de la mobilité, au niveau de vos articulations. Donc, c'est important de bouger. Et puis, le contexte sanitaire, avant de vous montrer aussi quelques mouvements extrêmement simples, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte sanitaire infectieux. Aujourd'hui, bouger, l'activité physique, c'est prouvé. Ça permet aussi de booster l'immunité. Donc, en contexte, bien évidemment, Covid, mais pas que, même quand il y a la grippe et tous les contextes infectieux périodiques que l'on connaît, il faut bouger parce que, bien évidemment, c'est un booster d'immunité. Il me semblait important, en tout cas, de le rappeler avant de montrer les exercices. Alors, vous êtes, pour la plupart, je crois que c'est 80%, docteur Vinengo, en télétravail. Donc, vous êtes près de 80% à être en télétravail chez vous. Alors, moi, je vais vous montrer de façon extrêmement simple, quelle, finalement, routine quotidienne je dois adopter. Alors, vous avez compris, premièrement, restez un minimum assis, d'accord? Essayez de bouger à peu près toutes les heures, 2 à 3 minutes. Il va falloir, bien évidemment, contrebalancer entre diminuer votre temps de sédentarité, c'est-à-dire le temps assis, et il va falloir augmenter votre temps où vous allez, bien évidemment, bouger, c'est-à-dire être actif. Alors, de façon extrêmement simple, premier exercice que je vous invite à faire toutes et tous avec moi. Donc, vous le savez, quand nous sommes en position assise, on va avoir à terme un mauvais retour veineux. Souvenez-vous de ma sexy girl Emma, qui a effectivement des gros problèmes de varices, etc. Donc régulièrement, toutes les heures, voilà, premier exercice que vous pouvez faire, toutes les heures pour bouger et faciliter le retour veineux. Vous pouvez vous mettre contre un mur comme moi et vous allez, donc en inspirant, vous mettez donc vos deux mains positionnées au mur. J'inspire, je me mets sur la pointe des pieds, je souffle, je descends. Donc ça, c'est un petit exercice, vous voyez, pointe des pieds. Je me mets contre un mur si vous avez des problèmes d'équilibre. Si vous n'avez pas des problèmes d'équilibre, hop, on se met comme ça, pointe des pieds, je descends, talon. Pourquoi c'est important? Rien que ce petit exercice qui vous semble peut-être ridicule va vous permettre, bien évidemment,
de faciliter le retour veineux. En plus, comme vous avez envie d'être extrêmement efficient, c'est-à-dire de faire des mouvements qui puissent avoir plusieurs impacts, non seulement vous allez donc vous mettre sur la pointe des pieds et descendre pour favoriser le retour veineux, l'autre point, pour renforcer notamment vos muscles profonds et éviter des problématiques de mal de dos, vous allez tout simplement en même temps essayer de éloigner vos épaules des oreilles et vous auto-grandir, c'est-à-dire comme si vous étiez un fil de fer et vous allez essayer de vous auto-grandir et d'aspirer le ventre. Et là, hop, non seulement je fais prévention de dos, mais également je facilite mon retour veineux. Voilà. Monsieur Vinengo et le professeur Carré, je ne vous vois pas le faire, mais voilà. Donc, moi, Karine, je travaille debout toute la journée, hein, donc voilà. D'accord, ok. Une question, Karine, combien de fois ce mouvement pour pouvoir profiter du bénéfice? Alors, je dirais, vous le faites sur la durée. C'est vrai qu'il faut le faire quand même. 2-3 minutes, c'est plutôt sympa parce que comme ça, comme j'étais en train de dire, il faut toutes les heures faire à peu près 2-3 minutes de pause. Donc, dès que vous avez 2-3 minutes de pause, voilà, vous pouvez faire ce petit mouvement extrêmement simple et qui est extrêmement bénéfique, d'accord, sur vraiment la prévention du mal de dos, mais également faciliter le retour veineux. Donc, ça, c'est le premier exercice que je voulais vous montrer. Deuxième petit exercice. Alors, bien évidemment, on va pas insister aujourd'hui sur les aspects de respiration, mais n'oublions pas que le fondement même de notre existence, nous vivons parce que nous respirons. Alors, qu'est-ce qui nous aide à respirer? Je me remets debout. Ce qui nous aide à respirer, c'est une entité que nous avons ici, qui est le diaphragme. Avec le quotidien, les positions notamment de télétravail, vous avez une tendance à avoir le diaphragme qui va se contracter. Si votre diaphragme se contracte, vous allez être beaucoup moins efficient dans la captation d'oxygène à chaque inspiration et notamment aussi dans l'expiration. Donc, comment simplement agir sur son diaphragme? Alors, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour étirer des muscles. Avant toute chose, je vais vous montrer un exercice extrêmement simple pour optimiser votre respiration au quotidien. Vous allez tout simplement, on va le faire ensemble, vous allez prendre vos deux mains, vous allez, comme moi, pencher le buste, mettre vos mains sous les côtes ici, hop, voyez. Et donc, on va commencer à masser tout doucement le diaphragme dessous. Et vous allez suivre petit à petit vos côtes comme ceci pour revenir ici, là, au milieu, qui est le centre phrénique. Et ici, ça peut faire mal, d'accord? C'est normal parce que si ça vous fait mal, effectivement, c'est que votre diaphragme est contracté. Donc, vous pensez à bien masser tout en inspirant et en expirant de façon très relâchée. Et ça, c'est le meilleur moyen pour relâcher votre diaphragme. Un diaphragme relâché, c'est bien évidemment quelqu'un qui va bien respirer au quotidien et qui va mieux récupérer de ses journées. Vous allez oxygéner votre tête, mais également votre corps. D'accord? Donc ça, c'est un petit exercice extrêmement simple qui peut être allié à d'autres étirements, hein, notamment, je vais vous montrer un petit exercice extrêmement simple qui va jouer sur le diaphragme. Donc, c'est l'étirement du carré des longs. Donc, vous vous asseyez comme ceci, ce qui me permet de vous dire, on s'assoit correctement au quotidien. Comment s'asseoir de façon correcte au quotidien? Parce que je vois trop de gens qui sont comme ça. Et avec la fatigue et le stress quotidien, vous allez aller vers l'avant. Donc, comment contrecarrer ça? Un petit exercice très simple. Vous allez, on va le faire ensemble. Donc, vous êtes assis sur votre chaise. Vous allez tirer sur votre fessier droit, vous asseoir sur un petit, vous sentez ici, on a ce qu'on appelle l'ischion, un os qui ressort ici. On s'assoit sur son premier ischion. On tire le fessier gauche, je m'assois sur mon deuxième ischion. Là, vous voyez, je me remets de face. Je refais avec vous. Je tire sur mon fessier droit, je m'assois sur mon premier ischion. Je tire sur mon fessier gauche, je m'assois sur mon deuxième ischion. Oh, bonheur! Mon dos est droit parce que je suis assis sur mes deux ischions, ma colonne est alignée, mes épaules sont abaissées, je suis correctement assise pour la journée. D'accord? Ça, c'est pareil à faire régulièrement. Et une fois que vous êtes bien assis, je remets de profil. On va étirer un muscle qui est très important pour le diaphragme,
pour encore plus optimiser sa respiration, c'est le carré des lombes. Vous allez prendre votre main gauche et vous allez, je vais me remettre de face, vous allez aller comme ceci. D'accord? Je prends ma main gauche et je vais sur le côté droit. D'accord? Et je souffle bien. Les étirements, je reste 20 secondes. Voilà. En inspirant ou en expirant, Karine? En inspirant, en expirant, en ayant une respiration normale. C'est ce que je dis toujours dans les étirements. Pensez à ne pas couper la respiration. Je vois trop de gens qui sont comme ça. D'accord? Donc, pensez à respirer normalement. Voilà. Et là, ça étire votre carré des lombes. Vous allez prévenir les maux de dos et vous allez augmenter votre capacité respiratoire. D'accord? Et Karine, est-ce que Ouais. je peux me permettre de vous poser une question? Souvent, on dit que c'est intéressant d'utiliser des Swiss balls pour s'asseoir. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer comment on utilise cette machine? Alors, mon petit Swiss ball, il est là. Vous voyez, je l'ai là. Hop. Donc, le Swiss ball, oui, très intéressant. Donc, pareil que tout à l'heure, je vous ai dit, quand on s'est mis debout et qu'on faisait donc sur les pointes de pied et qu'on se remettait sur les talons, tout en aspirant le ventre et en s'auto-grandissant, ça permettait de travailler les muscles profonds. Le Swiss ball, c'est un super dispositif pour travailler ces muscles profonds. Donc, pareil que tout à l'heure sur la chaise, je m'assois bien sur mes ischions droit, ischion gauche. Et donc, c'est un outil qui est très bien parce que là, vous allez éloigner vos épaules de vos oreilles et vous allez travailler comme ça vos muscles profonds en étant assis. Par contre, je tiens juste à prévenir parce que le professeur Carré le sait, on a les mêmes visions. C'est bien de conseiller aux gens de prendre un Swiss ball, mais il ne faut pas rester 8 heures assis sur un Swiss ball. D'accord? C'est pareil, il faut alterner. Ne restez pas 1 heure assis sur votre Swiss ball. C'est comme tout. Il faut, pour bien travailler, alterner entre votre chaise et votre Swiss ball. Mais vous pouvez vous faire effectivement des sessions de 30 minutes assis sur votre Swiss ball pour justement aller travailler les muscles profonds. Les muscles profonds, ça nous sert à quoi? À prévenir le mal de dos et tout simplement à maintenir notre posture debout. C'est ce qu'on appelle le gainage? Exactement. Alors, on a si vous voulez, d'un point de vue physiologique, hein, nous avons, pour moi, il y a, voilà, sur les muscles profonds vraiment à entretenir, nous avons donc votre colonne vertébrale. Tout le long de votre colonne vertébrale, vous avez ce qu'on appelle des muscles spinaux, d'accord, qu'on fait travailler justement quand tous les jours quand vous marchez. Si vous marchez, que vous éloignez vos épaules de vos oreilles, que vous vous autograndissez et que vous aspirez votre ventre, vous travaillez vos spinaux dans le dos. Le deuxième muscle profond, quel est-il? C'est le transverse qui est ici, qui est notamment voilà, un transverse, comme je dis, hypotonique, c'est-à-dire qui n'est pas musclé. C'est forcément des problématiques de dos derrière. Pareil que les spinaux, comment on le muscle? Toujours pareil. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, je m'autograndis et j'aspire mon ventre et je travaille mon transverse. D'accord? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ces muscles, bien évidemment, c'est derrière le transverse, et après on pourrait parler du plancher pelvien, ce sont des stabilisateurs de bassin. Donc, plus ces muscles vont être robustes, plus au quotidien, vous allez prévenir tout un tas de problématiques de maux de dos, de problèmes de posture, etc. On peut même aller à l'extrême, qui est ma vision, c'est de se dire, OK, dans le quotidien, on est speed, vous êtes toute la journée assis, vous allez à un moment donné, même moi qui connais tout ça, par moment, j'adopte des mauvaises postures. Mais comme j'ai mes muscles profonds qui sont extrêmement forts, j'aurai un impact sur ma santé qui sera moindre. D'accord? Il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut agir sur les deux. C'est-à-dire, on prévient en renforçant les muscles qui sont en lien avec les problématiques, en lien avec le télétravail, maux de dos, problèmes d'épaule, etc. Je renforce mes muscles pour mieux tenir le quotidien et en même temps, j'essaie d'adopter tout au long de ma journée, en tout cas des postures qui soient correctes.
Vous avez vu cette posture de s'asseoir sur sa chaise, c'est la meilleure prévention des hernies et de toutes les problématiques que j'ai citées auparavant. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Monsieur Vinengo, parce que je vois que ça s'affole. Oui, alors, combien de fois préconisez-vous par jour ces exercices? Autant de fois que vous avez envie et autant de fois que vous avez compris en tout cas la démarche, c'est plus vous allez les faire, mieux ça sera. Voilà. Donc plus vous le faites, mieux c'est. Deuxième question, pour les fumeurs, qu'est-ce Oui. qu'on pourrait leur préconiser pour les pauses tabac? Alors, pour les fumeurs, donc j'avais pas prévu d'en parler, mais on va en parler parce que j'accompagne aussi beaucoup de gens dans la réduction et l'arrêt du tabac. Il faut avoir une approche tête et corps. Donc, premièrement, il faut comprendre à quel moment de la journée vous fumez. Voilà. Qu'est-ce qui est associé à cette consommation de tabac? Est-ce que c'est en lien avec la pause que j'appelle la pause clope sociale? Est-ce que c'est en lien avec un peu la pause clope surcharge mentale, etc. Deuxième élément, pour agir pour réduire, parce que on est passé dans un concept, moi c'est ce que je dis aux gens, réduisez déjà votre consommation de tabac avant de vouloir arrêter totalement. Donc sur la réduction du tabac, comment on peut faire? Il faut savoir que cette envie irrésistible de consommer, de prendre la cigarette, va durer 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, il va falloir trouver des stratégies d'évitement, c'est-à-dire 3 choses qui habituellement vous font plaisir et qui sont adaptables par rapport à votre environnement. Et c'est ce que je conseille aux gens. Donc peut-être que quand vous êtes à la maison, ça va être, vous allez faire diversion avec des activités qui seront pas les mêmes que dans le cadre du milieu professionnel. Il faudra travailler tous les mécanismes de respiration parce que le tabac, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en lien aussi avec les émotions. Et c'est en lien avec des mauvais mécanismes respiratoires. Si je peux me permettre juste pour aller dans le sens de ce que dit Karine, d'abord, premier point, se rappeler qu'il n'y a pas une cigarette de bonne pour la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits fumeurs. Hein, ça, je crois qu'il faut être clair. Autant sur la consommation d'alcool, il y a des débats, autant sur le tabac, il n'y en a pas. Il n'y a pas une cigarette qui est bonne pour la santé. Deuxième point, effectivement, comme l'a dit Karine, il faut trouver ces petits moyens. Mais il faut d'abord que vous en ayez envie, donc que vous ayez la motivation, c'est ça le plus important. Et puis je me rappelle juste d'une chose, c'était qu'une fois j'étais arrivé dans une société pour parler et j'ai vu des fumeurs de la société qui étaient dehors, c'était l'été ou le printemps, je sais plus. Et ben au moins quand vous fumez une cigarette avec vos copains ou vos collègues, marchez. Comme ça, au moins vous ferez de l'activité physique pendant ce temps-là, plutôt que de rester debout sans marcher. Et puis enfin, pour les gens qui croient que le fait de faire du sport élimine les cigarettes, non, pas du tout. Si je fume, je fume. Je peux faire autant de sport que je veux. Je ne vais absolument pas éliminer les effets des cigarettes. Ça, c'est des choses, c'est des bonnes excuses. Par contre, si vous faites du sport, s'il vous plaît, ne fumez pas dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent, parce que c'est un très beau modèle expérimental d'infarctus du myocarde. Moi, en tant que cardiologue, ça m'intéresse, mais pour les gens, c'est pas très intéressant. Ça c'est important. Hein. Moi, j'insiste vraiment, si vous êtes fumeur, vraiment, votre cigarette, éloignez-la. Voilà. Pas 2 heures avant de faire de l'activité physique et 2 heures après, c'est vraiment la chose à préconiser. Je continue sur les questions. On me demande comment choisir la taille du Swiss Ball. Ça va dépendre de votre taille. Hein. Donc ça, vous allez dans les magasins de sport, vous verrez, ça vous est très, très bien expliqué. La posture de travail debout est-elle vraiment bénéfique? Non, parce qu'à un moment donné, si vous ne bougez pas, si vous restez en mode statique, bien évidemment, vous allez engendrer aussi une stase, un mauvais retour veineux. Donc, ce qui est important, vous avez vu, moi, quand je vous ai montré de mettre sur la pointe des pieds, c'est pour faciliter le contact et aider au retour veineux. Donc, idéalement, même dans votre quotidien de travail, quand vous avez un appel, je vois trop souvent des gens qui sont comme ça, avec leur téléphone assis, bougez quand vous parlez, d'accord? Prenez votre téléphone, hop, voilà, vous marchez, ok, je fais des ronds chez moi, faut pas avoir le tournis au bout d'un moment, mais vous voyez, ça c'est une attitude à adopter dans votre quotidien. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, vous préconisez du renforcement plutôt que des étirements. Alors, moi, la recette magique, je vais vous la donner,
c'est bouger, bien évidemment, renforcer les muscles, étirer les muscles, bien évidemment, et mobiliser les articulations. Donc, trop de gens pensent que il faut faire que du renforcement ou que des étirements. Je vous ai dit, le corps, si vous ne le faites pas, si vous ne le sollicitez pas sur l'ensemble de ses capacités, les petites capacités vont s'éteindre. Et quand vous avez des petites capacités qui s'éteignent, au bout d'un moment, c'est au quotidien, ça donne vraiment un impact très, très important avec de pertes de mobilisation, des pertes, on peut aller même quand on avance dans l'âge, vraiment une perte d'autonomie. Donc, c'était ça que je voulais faire passer en message. Karine, deux questions avant de vous demander de nous montrer les exercices pour la partie lombaire. Ouais. Alors, première question, c'est faut-il prôner une activité physique quand les personnes n'ont pas la culture du sport dès l'enfance? Alors, moi, c'est ce que je dis, mieux vaut prévenir que guérir. J'aime pas dire le mot sport. Il y a 20 000 façons, notamment chez des gens qui n'ont pas une culture en eux et des fois des cultures familiales de l'activité physique. Il va falloir aller chercher la motivation de l'individu. Alors, comment? Quand est-ce que vous êtes motivé? C'est ce que j'explique dans mes conférences sur la motivation. La motivation, c'est extrêmement simple, c'est des bénéfices moins des coûts. Pour que la personne soit motivée, il faut que les bénéfices soient supérieurs aux coûts. Beaucoup de gens n'ont pas envie de faire une activité physique parce que effectivement, ils ont l'impression que ça va leur coûter énormément par rapport aux bénéfices. Donc, il va falloir jouer sur cette balance bénéfice-coût. Comment? Comment un individu trouve des bénéfices? C'est en prenant plaisir. Et là, je le dis, il y a un rôle majeur d'être extrêmement inventif, créatif. Avec les enfants et les adultes, on peut faire des choses extraordinaires. Croyez-moi, moi j'ai des adultes, ils m'ont dit non mais tu es incroyable de nous faire des exercices comme ça de jeu. Ils se prennent au jeu. Il y a plein de choses à créer. Vous voyez, tout récemment, dans ma section, il y a aussi beaucoup d'exercices à faire avec parents-enfants. J'ai créé un exercice à la maison à faire, une sorte de Koh-Lanta familial qui a énormément plu. Avec tout un tas d'épreuves, il y a plein de choses à créer pour engendrer cet aspect motivationnel. Je vous préviens, je ne montrerai pas sur le chauffe-eau. Hein. Ce que dit Karine est très important, mais j'aimerais repréciser une chose. Je ne crois pas vraiment, je n'ai jamais vu en tout cas, Karine en a peut-être vu, ou vous en avez peut-être vu, mais un enfant, vous l'emmenez dans un parc, qui a 3 ans ou qui a 4 ans. J'en ai jamais vu un s'asseoir sur l'herbe par terre et pas bouger. Alors, avant 2 ans, avant 1 an, c'est vrai qu'il y a des enfants qui bougent peu, qui vont se rattraper. Mais un enfant aime bouger. Et si jamais son papa et sa maman ou ses frères et ses sœurs bougent avec lui, il aime pas, il adore. Donc, la culture, c'est de la culture. Et ben, la culture, en fin de compte, ce sont nous, parents, qui la donnons à nos enfants. C'est l'exemple que l'on donne. Et ça, je crois qu'il faut pas, c'est comme l'histoire du temps passé devant les écrans. Je suis sidéré quand j'ai un parent qui vient me voir. Vous savez, c'est pas facile avec mon ado, hein. Quand il va dans sa chambre et qui regarde son téléphone sous la couette jusqu'à 3 heures du matin, mais ma première question, mais pourquoi il emmène son portable dans sa chambre? Ah, parce que vous l'emmenez vous? Ah bah oui, alors effectivement, si toute la famille emmène son portable dans la chambre, on va pas y arriver. Donc je crois qu'il faut vraiment, et ce que dit Karine est important parce que l'enfant qui est assis, un enfant est assis sera un adulte assis. Un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Ça c'est sûr. Et je dirais même, moi qui fais aussi des interventions dans les écoles primaires, c'est ce que je dis, l'enfant est aussi l'acteur futur de la prévention. C'est-à-dire que plus il va y avoir aussi des actions au niveau des enfants, plus c'est l'enfant qui va faire bouger la famille. Et moi, je l'ai vécu avant le premier confinement, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles primaires où j'ai fait des interventions, les mêmes que ce que je fais aux adultes, sur le manger-bouger écran des enfants. J'ai eu plein de messages des maîtresses qui m'ont dit mais vous êtes incroyable. Il y a tous les parents qui me demandent mais qu'est-ce que vous avez fait à leurs enfants? Ils ont tous eu envie de lâcher leur console le week-end d'après et d'aller alors leur console, leur PS4 et compagnie pour aller jouer. Parce que c'est important aussi d'expliquer les mécanismes de façon extrêmement simple aux enfants de ce qui se passe dans leur cerveau quand ils sont aussi connectés. Et l'enfant peut être vraiment un moteur familial aussi
un moteur. Moi, je crois beaucoup à l'enfant comme le moteur de la prévention en santé. Ça donne encore d'autres perspectives. Autre petit mouvement. Alors, vous êtes sur votre poste de travail, vous vous êtes correctement assis, mais malheureusement, vous avez une fâcheuse tendance à être comme ceci, d'accord? Notamment aussi au quotidien, on est avec le portable, on est comme ça. Donc, aïe, 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 mes petites cervicales. Donc, comment on va faire? On va dire, vous allez retenir juste ça, le mot chute. Chute. Alors, quand on fait chute, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait aux enfants quand on leur dit chute? Eh ben, on fait comme ça. On met tout simplement donc son index donc au niveau de sa bouche, comme ceci. Et vous allez, donc, un exercice extrêmement simple pour soulager ces cervicales. Vous allez essayer de reculer votre tête pour éloigner votre tête de votre doigt. Vous voyez comment je fais? Hop. Et là, je reste. Allez, 20 secondes. Ça, c'est un super exercice. Le chute. Voilà. Pour travailler, donc éviter en tout cas d'avoir des problématiques de posture comme ça qui vont finir comme ça ou des douleurs au niveau cervical. D'accord ? Dans la même logique, Karine, une autre question. Quels exercices simples à proposer aux gens qui passent justement, qui sont confinés chez eux, à travailler plus de 8 heures sur un écran qui est petit, sur un PC portable? Donc, il y a bien sûr cet exercice que vous avez démontré, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, notamment pour les lombaires et tout ça? Alors, autre chose, vous pouvez le faire, mais également sur votre chaise, il va falloir mobiliser toute la colonne vertébrale. D'accord? La colonne vertébrale, vous allez vous mettre à 4 pattes. Vous pouvez aussi le faire sur votre chaise. Hein. C'est le même exercice. Mais là, pour montrer, je voulais vous montrer à 4 pattes. Donc, vous allez inspirer. Hop, vous voyez comment je fais? Je mets ma tête vers le haut. Je fais, donc, du coup, je creuse là au niveau des lombaires. Je vais souffler. Hop, je mets mon dos comme ceci. Donc, hop, j'inspire, je creuse, je mets la tête en l'air. D'ailleurs, c'est la position chien-chat, hein, d'accord? Je souffle, hop. Ça, c'est un super exercice de mobilisation, d'accord, de la colonne. Vous pouvez le faire à l'identique sur la chaise. Je suis là, je suis assise, hop, 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 d'accord? Donc ça, c'est un super exercice. Un autre au niveau des épaules. Alors, je n'ai pas expliqué, mais attention sur les postures au niveau de l'aménagement de votre poste de travail. J'en ai pas parlé là, mais juste des petites choses que je vois là sur les gens qui m'ont contacté. Beaucoup de gens ont tendance à avoir des claviers extrêmement grands et ils sont positionnés comme ça. Donc, ça donne des douleurs d'épaule, des douleurs au niveau du coude. Donc, s'il vous plaît, vraiment, prenez un clavier qui soit en adéquation pour bien positionner notamment toute votre épaule. D'accord? Avoir aussi un repose d'avant-bras, ça c'est hyper important. Bien positionner son écran par rapport à sa table, etc. Les gens se plaignent très souvent de douleurs d'épaule. Donc là, un exercice, vous vous souvenez, il y a eu le chute, d'accord? Le chien-chat. Et celui que je vous propose au niveau des épaules, c'est le haut les mains. Alors, haut les mains, c'est quoi? C'est tout simplement, on va se mettre comme ceci. Voilà. Et vous allez essayer dans votre dos de rapprocher vos omoplates. Vous savez, les omoplates, c'est deux petites entités qu'on a ici. Comme si vous vouliez ouvrir, voilà, votre cage thoracique. On est là, on tient donc là, on tient, voilà, une quinzaine de secondes. Et je souffle, je relâche. D'accord? Pour nos salariés qui travaillent dans le secteur bancaire, prévenez quand même votre hiérarchie unité avant de faire ce genre de geste, parce que j'aimerais pas qu'on nous reproche de déclencher des… Alors, justement, Monsieur Vinengo, vous pensez très bien dire, mon enchaînement, vous pensiez que c'était pas prévu, mais c'était le chute haut les mains. D'accord. Donc c'est exercice, Karine, pour les douleurs de poignet liées à la manipulation de la souris toute la journée. Alors, par rapport à la souris, donc souris, très important. Vous avez vu, j'ai ma petite souris qui est comme ça, horizontale. Vous avez aussi des souris verticales. Donc, si vous commencez à avoir des douleurs, d'accord, avec votre souris
notamment parce qu'elle est verticale. Pensez à changer de souris. Ça, c'est le premier truc qui agit très simplement sur les douleurs. Autre point, comment soulager les poignets? Vous allez faire comme moi. Donc, vous allez tendre votre… Je vais me mettre de profil. Vous allez tendre votre bras droit, d'accord? Et avec ma main gauche, hop, je tends. D'accord? Ça, c'est un étirement extrêmement simple. Si vous avez des problématiques de poignet liées à la souris, hop. Donc, à chaque fois, je reste à peu près 20 secondes sur l'étirement. D'accord? L'autre point qu'on peut faire également, alors là, c'est un peu gros comme bouteille, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est de travailler. Donc là, on a étiré, je vous ai dit, vous vous souvenez, il faut étirer, mobiliser, renforcer. C'est la recette gagnante quand on a des douleurs. Donc, j'étire, d'accord? La mobilisation, vous pouvez faire voilà, les poignets dans tous les sens. Et le renforcement, vous prenez, donc vous mettez bien en appui donc votre avant-bras comme ça, avec une petite bouteille d'eau que vous tenez comme ça, et vous, hop, vous levez, et vous faites du renforcement de flexion et d'extension de poignet. Bras droit et bras gauche. Karine, est-ce que la danse à la maison, avec les enfants, avec son conjoint, avec son chat, son chien, son poisson rouge, sur une musique, est-ce que ça pourrait aussi être une solution à proposer? Oui. La danse, bien évidemment. Là, il y a eu très récemment une chanson que tout le monde dansait dessus, Jérusalema, qui était une chanson très entraînante, etc. Oui, plus vous allez bouger, mieux ça va être. Ça va être aussi, c'est ce que je dis aussi, il y a une chose très importante à prendre en considération, c'est que il faut prendre plaisir. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Je dis toujours, il y a beaucoup de gens en ce moment qui m'appellent, ils me disent, Karine, tu vas être contente, je cours. Alors, pour votre info, c'est vrai que je suis encadrante, notamment dans les sports nature et en triathlon. Et donc, je dis toujours aux gens, oui, très bien, mais est-ce que tu aimes courir? Et les gens me disent non. Et je dis, à un moment donné, voilà, comme on l'a dit, l'enjeu est vraiment de pratiquer régulièrement. Et ben pour pratiquer régulièrement, il faut que ça vous fasse plaisir. Parce qu'à un moment donné, donc, soyez inventifs. Voilà, danser en famille, c'est extraordinaire. Je fais même, j'avais fait, voilà, parce que je fais des séances quand on était confinés sur Internet. J'avais fait la gym des animaux. La gym des animaux, c'est extraordinaire. Parents, enfants, vous bougez ensemble. Vous voulez que je vous montre un petit mouvement de gym des animaux? Si c'est pas trop osé, oui, je vois bien. Allez, gym des animaux. Tout simplement, on peut faire super exercice. Hein. Donc, il travaille tout l'aspect ceinture scapulaire et notamment aussi tout le gainage des muscles profonds. Et ben, on va marcher comme ceci, hop, comme un animal. Voilà, dans votre salon. Et ça, c'est un super exercice pour renforcer tous les muscles au niveau de la ceinture scapulaire et notamment tous les muscles profonds. Et c'est mieux avec un enfant ou son conjoint sur le dos ou pas? Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là avec. Voilà, ce que je dis toujours, faites attention à votre dos. Voilà, le dos. Comme vous l'avez vu, hein, l'enjeu, c'est vraiment de mobiliser cette colonne vertébrale, renforcer les muscles qu'il y a autour et notamment les muscles profonds. Karine, on aura le temps de prendre encore 2-3 questions. Entre-temps, chers amis, je vous ai fait publier 2 sondages pour que vous puissiez nous répondre sur le feedback justement de l'échange d'aujourd'hui et puis surtout sur la qualité des outils. Karine, encore une question. Alors. Oui. Que pensez-vous du sport avec les consoles? C'est toujours mieux que rien. Alors, effectivement, on est dans un monde où on parle de l'e-sport. Alors, l'e-sport prend beaucoup d'ampleur, y compris d'ailleurs, il est question qu'il rentre aux Jeux Olympiques. Alors, effectivement, c'est toujours mieux que rien.
Mais voilà, c'est toujours pareil. N'oublions pas que le temps passé devant les écrans a des conséquences néfastes. Alors au-delà, le professeur Carré l'a dit sur l'aspect nutritionnel, bien évidemment, c'est complètement corrélé. Mais il n'y a pas que ça, voilà, parce que au niveau du cerveau également, n'oublions pas, alors de façon extrêmement simple, sans le détailler, parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est l'objet d'une conférence. C'est vraiment d'expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est trop de temps sur les écrans. C'est tout simplement qu'il y a une partie de votre cerveau qui sert dans la maturation, dans les phénomènes d'apprentissage, et qui notamment chez les enfants n'est mature que qu'à 25 ans, qui va être extrêmement mise en danger par le temps passé devant les écrans. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je veux dire, le professeur Carré a peut-être une autre vision que la mienne, mais le e-sport, voilà, s'il peut rester 8 heures, 10 heures devant la console, alors effectivement, les gens bougent, mais attention aux conséquences extrêmement délétères sur notamment la planification, les phénomènes d'apprentissage derrière. Alors, pour compléter ce que dit Karine, je partage tout à fait son point de vue. D'abord, le terme e-sport, à mon avis, ça c'est comme quand on dit que les échecs sont un sport cérébral. Oui, mais c'est pas ça n'a rien à voir avec du sport, puisque le sport, c'est une activité physique. La dépense énergétique dans le e-sport est très faible. Hein, je suis pas rentré dans les détails, mais on parle de comportement sédentaire quand on ne dépense pas moins qu'une certaine quantité d'énergie. Donc, je pense que les gens ne le font pas, ceux qui font du e-sport. En plus, ils font que des gestes répétitifs. Donc, c'est tout l'inverse de ce que nous a dit Karine. Hein. C'est l'image, on va avoir des gens qui auront des énormes doigts ou des énormes pouces, peut-être, parce qu'à force de les utiliser, mais par contre, au niveau des abdominaux, je pense que ça va pas beaucoup gagner. Donc, sûrement pas. Après, il faut savoir que les champions de e-sport font beaucoup d'activités physiques. Oui. Ça, on oublie de le dire. Parce que pour rester en forme et lucide pendant des heures et des heures devant leur console, ils sont au top physiquement. Ils ont un capital santé qui est très bon. La capacité physique de ces gens-là est très bonne. Et ça, c'est ce qu'oublient toujours les gamins. C'est qu'en fait, ils ne prennent que le bon côté, mais ils ne prennent pas l'autre côté. C'est-à-dire que ces gens-là, ces champions de e-sport, ceux qui feront les Jeux Olympiques, si un jour s'y arrivent, peu importe si c'est bien ou pas bien, moi, je ne pense pas que ce soit un sport, mais peu importe. Eh bien, pour ça, ils vont se préparer. Un pilote de Formule 1, il a une capacité physique exceptionnelle. Vous ne pouvez pas être pilote de Formule 1 si vous n'êtes pas très fort physiquement, si vous n'avez pas un très bon capital santé. Donc, en fait, il faut bien retenir que OK pour le e-sport, mais préparez-vous. Et puis enfin, je reviens sur ce qu'a dit Karine au niveau du cerveau. Un enfant de 2 ans ne comprend pas ce qui se passe à la télévision au niveau visuel. Son cortex visuel ne fixe pas. Son cortex auditif reconnaît les musiques des dessins animés, mais il voit pas. Ça défile trop vite, la vitesse de défilement. C'est pour ça que vous pouvez leur mettre le même dessin animé tous les jours pendant 365 jours. Ils le regardent avec autant d'attention parce qu'ils comprennent pas. Donc, premier point. Et 2, vous avez aujourd'hui de plus en plus d'enfants dépressifs, des adolescents, parce qu'ils se réfugient dans un autre monde avec leur console et leurs jeux, et ça pose un grand problème. Hein. Au niveau insertion sociale, ça va poser un grand problème. Donc, je partage tout à fait le point de vue de Karine. Une autre question pour vous deux. Que répondre aux salariés qui sont dans l'activité physique toute la journée? On pense au domaine de la restauration, du domaine des femmes de chambre ou des gouvernantes générales des hôtels, ou même des serveurs, ou dans toute la partie industrielle. Ils font assez d'activité physique, ils ne pensent pas nécessaire en plus de bouger en dehors du travail. Leur activité physique n'est pas bonne pour eux, tout simplement parce que c'est une activité physique sans plaisir, c'est ce qu'a dit Karine tout à l'heure, et surtout rythmée avec très peu de temps de repos. Ce sont des temps de repos qui sont plus ou moins variables selon les moments de la journée et tout. Et donc, ce sont des activités physiques, comme on appelle ça, sympathiques, avec des fortes décharges de catécholamines, ces hormones qui sont des hormones de stress et qui n'améliorent en rien la santé. C'est pour ça qu'il faut, et Karine va vous expliquer sûrement mieux que moi comment, mais il faut qu'ils fassent de l'activité physique. En fait, on a 2 populations de salariés exposés. La pire, c'est les chauffeurs routiers, qui, eux, sont assis tout le temps. Même lors de leur temps de pause, ils vont regarder la télévision dans leur camion. Donc, eux, il faut qu'ils sachent que pendant le temps de pause qui leur est imposé, légalement, il faut qu'ils en profitent pour bouger et effectivement faire les mouvements, par exemple, que Karine a fait tout à l'heure, parce que ça, ils peuvent le faire. Ils ne se rendent pas compte que c'est très mauvais et que c'est pas parce qu'ils regardent la télévision qu'ils se détendent en réalité, pas du tout. Et puis enfin,
les personnes qui font qui dans leur métier font beaucoup d'activité physique, comme je vous le disais, il a été montré que ça donnait le risque de cardiovasculaire était augmenté. Le risque de cancer, c'est encore discuté. Les études ne montrent pas tout à fait les mêmes choses. Donc là, je ne me prononcerai pas. Je crois qu'il faut être prudent tant qu'on ne sait pas. Voilà ce que moi, je peux vous dire sur le plan physiopathologique. Je rejoins complètement le professeur Carré par rapport à ce qu'il a dit. N'oublions pas aussi que ces professions-là, on est aussi dans des gestes répétitifs qui vont accentuer certains déséquilibres musculaires. Donc bien évidemment, ils prennent pas plaisir parce qu'on n'est pas, le cerveau n'est pas en mode, je dirais entre guillemets détente. Deuxièmement, en plus, les gestes répétitifs peuvent provoquer des douleurs, donc il faut d'autant plus agir aussi sur ces professions-là en proposant des exercices adaptés aussi à leur profession pour prévenir certains risques. C'est ce que je dis toujours, c'est ce qui est vrai, certains exercices qu'il faut faire dans certaines professions ne le sont pas dans d'autres. D'accord? Donc c'est là aussi il faut adapter les choses en fonction des gestes répétitifs qui sont faits pour mieux prévenir derrière. C'est vraiment, ça serait l'idéal. Je voulais vous montrer un dernier petit exercice qui est important pour notamment étirer toute la chaîne antérieure et également travailler les souplesses de cheville. Donc on s'assoit comme ceci, sur ses fessiers au niveau de ses chevilles. Si on a mal, parce que beaucoup de gens ont vraiment un problème de souplesse de cheville, d'accord? Donc, ces gens-là, je vous invite à mettre une petite serviette ici, sous votre cheville. Voilà. Et donc, on va faire un petit étirement extrêmement simple et très intéressant, notamment pour les postures assises en télétravail. On va se mettre vers l'arrière comme ceci, d'accord? Je vais faire un écartement de mes bras un peu plus large que les épaules et je vais, ouvrir comme ceci en alignant donc ma tête, voyez, donc ma tête, ma colonne vertébrale est alignée, en même temps je regarde l'écran, pour savoir, et donc j'aspire mon ventre et là j'étire bien toute, notamment la chaîne, donc ici, vous avez le jambier antérieur, le quadriceps, le psoas qui est extrêmement sollicité quand vous êtes en posture assise, qui est en lien aussi avec des douleurs, notamment de dos, et toute la partie épaule. Si vous êtes extrêmement souple, vous pouvez soulever vos fessiers, comme moi, comme ceci, voilà, pour étirer. D'accord? Ça, c'est un bon exercice d'étirement. Une question sur comment soulager une douleur de coude, Karine? Alors, douleur de coude, c'est toujours pareil. Je demande vraiment aux gens d'avoir toujours ce mode de fonctionnement. J'ai mal quelque part, qu'est-ce qui peut expliquer cette douleur? Premièrement, je suis mal positionnée au niveau de mon poste de travail. Donc, je regarde déjà le clavier. Je vous l'ai dit, le clavier est très souvent des claviers trop grands, d'accord, sont très souvent en lien avec des douleurs au niveau du coude. Aussi, votre ordinateur, il est positionné à combien de centimètres du bord de la table? C'est hyper important, il doit être à 40, 50 centimètres. Ma souris, comment je la tiens? Donc ça, c'est le premier élément parce que, bien évidemment, c'est en lien avec la posture. Et le petit exo simple que j'ai montré, celui-ci, d'accord, qui a un étirement qui permet justement de pallier en tout cas à soulager des douleurs de coude. C'est pareil, je tiens juste à ayez ça en tête. Quand vous avez mal quelque part, on a tendance à pas vouloir bouger. Faux. Si vous avez mal quelque part, le meilleur traitement de la douleur, c'est de bouger l'endroit où vous avez mal. Parce que ça soit une tendinite, de l'arthrose, je vous l'ai dit, à partir du moment où vous ne bougez plus, tout s'arrête au niveau local, d'accord, là où vous avez mal. Et vous allez basculer dans quelque chose de chronique, c'est-à-dire sur du long terme. Donc, il faut bouger pour, en tout cas, limiter le processus inflammatoire. C'est hyper important. L'autre point aussi, je vois beaucoup de gens qui font de l'activité physique en regardant un film.
font du vélo ou je ne sais quoi en regardant un film. Alors, bien, pas bien, moi je vais vous donner mon positionnement. Comme je vous ai dit, je suis sur la tête et le corps. Il faut savoir que, premièrement, quand vous êtes concentré sur le mouvement que vous faites, vous allez recruter beaucoup plus de fibres musculaires. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais amenée là, par exemple, à vous faire un squat, d'accord? Si je fais des séances de squat comme ceci en regardant un film, je vais recruter un certain pourcentage de fibres musculaires. Mais si je regarde pas mon film et que je fais le squat et que je suis concentrée avec ma tête en disant « Ok, je suis bien concentrée », déjà, premièrement, c'est important pour la posture, d'accord? Caler sa respiration, ne pas faire de bêtises. Et d'autre part, vous allez recruter beaucoup plus de fibres musculaires. Donc, ça veut dire que vous allez travailler de façon beaucoup plus efficiente. Eh bien, je crois qu'on va arrêter là. Merci Karine, merci professeur François Carré. On a réussi finalement à convaincre nos auditeurs, tous ceux qui se sont branchés avec nous ce matin. On est passé de 70% de gens qui étaient dans l'inactivité et la sédentarité, là maintenant, à la question « Allez-vous bouger maintenant ?» La réponse de oui est à 93%. Donc, vous voyez que vous avez réussi à convaincre tout le monde. Bravo. Et encore merci pour vos messages. Bravo à ceux qui nous ont écoutés. C'est super. Merci aussi. Et comme je dis très souvent, hein, hashtag no sédentarité. Alors, ça serait l'idéal, mais on va dire déjà limiter la sédentarité. Nous sommes tous actrices et acteurs. Donc, c'est ce que je dis toujours. Si vous qui avez suivi cette conférence, parce que comme on le dit avec Monsieur Vinengo, le professeur Carré et moi-même, nous n'allons pas faire bouger les choses à nous seuls. Donc, c'est ce que je dis. Plus vous allez insuffler aussi des petites choses comme ça dans votre quotidien, dans votre entourage, plus les gens vont vouloir envie de se mettre en mouvement. Et plus bien évidemment, comme je dis à chaque fois, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Mais je peux vous le dire, pour encadrer pas mal de personnes âgées, ça fait vraiment la différence entre ceux qui ont bougé, qui ont une histoire de mouvement versus ceux qui ne bougent pas. Et n'oubliez pas que le mouvement, c'est prévenir aussi la régression intellectuelle et physique. Et je pense qu'en ce moment, on en a bien besoin. Très bien. On a, au niveau de satisfaction sur le dernier sondage qu'on a fait passer, vous êtes satisfait à 7% et très satisfait à 93%. Donc, vous voyez, un sondage encore à la Poutine. On va encore me reprocher de manipuler les chiffres. Côté outils, on est très, très bon à 95%. La satisfaction est moyenne pour 5%. Bon, en tout cas, un grand merci. Avec monsieur le professeur Carré, on n'arrête pas de voter depuis tout à l'heure. D'ailleurs, professeur Carré, encore une dernière question. Est-ce que vous permettez qu'on transmette votre présentation à l'ensemble des auditeurs? Oui, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun copyright. D'accord. Pas de souci. Alors, pour tous ceux qui ont assisté, vous avez la possibilité de repasser l'enregistrement en replay parce que c'est systématiquement enregistré. Voilà. Et puis, j'aurais terminé en remerciant l'ensemble de mon équipe parce que je remercie mes petites mains, hein, ça n'a rien de dévalorisant. Mais il y a des personnes de mon équipe qui travaillent dans l'ombre, notamment Béatrice Maurice, Dr Wazen, Dr Otélia Saboguet, Mademoiselle Adi Massissa. J'en ai oublié d'autres, certainement. Shénaz Kadaye qui est venue nous renforcer. Bettina Level, je ne sais pas si notre directrice juridique a pu se connecter avec son problème de son. En tout cas, un grand merci à tous. Merci, professeur. Merci, Karine. À très vite pour d'autres aventures. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Et un grand merci, c'était un plaisir. Ouais, moi aussi. Merci à toutes et tous. À très vite, je l'espère. À très vite. Au revoir. Merci encore. Bonne journée. Au revoir.